Magique. Il y a très longtemps, dans un village non loin de la mer, un jeune garçon vivait tout seul dans une vieille cabane. Et comme nul ne savait qui étaient ses parents, personne ne connaissait son nom. Lorsque les villageois parlaient de lui, ce qui n'arrivait pas souvent, ils l'appelaient le petit pêcheur, car il gagnait son pain en vendant du poisson. Tous les matins, avant que le soleil ne se lève, il partait pour la rivière, chargé d'un grand sac vide. 2 heures plus tard, il revenait au village, le sac plein de poissons. Il échangeait alors sa pêche contre ce dont il avait besoin, du pain, du lait ou des vêtements. Parfois, les femmes et les hommes du village passaient eux aussi toute une journée à pêcher, mais ils ne ramenaient jamais que quelques petits poissons. Ils n'attrapaient jamais la 10e partie de ce que le petit pêcheur capturait. C'était vraiment incompréhensible. « Il doit être un peu magicien », chuchotaient les gens du village. Et ils avaient raison. Il est vrai que dans ce village, tous étaient plus ou moins sorciers. Il y en avait qui, en prononçant une formule, pouvaient allumer un feu. Et d'autres qui obtenaient du grain en abondance, rien qu'en chantant une chanson magique. Certains étaient même capables de prédire le temps pour le lendemain. D'autres encore parvenaient à guérir les malades au moyen de certaines herbes. Mais le petit pêcheur ne parlait à personne de ses dons particuliers. Il ne racontait jamais qu'il possédait une magnifique pierre de couleur verte qui reflétait les rayons du soleil quand il la tenait dans sa main. Chaque matin, lorsqu'il s'en allait pêcher, il emportait sa pierre dans un mouchoir. Il s'installait toujours au même endroit, bien à l'ombre. Là, il jetait sa pierre dans l'eau. Il pouvait la voir briller au fond de la rivière, et il devait rarement attendre longtemps. Les poissons arrivaient tout de suite par centaines. D'abord les plus petits, puis les plus grands, ceux qui vivaient tout en bas sur le sable. Et tous se laissaient attraper par le jeune garçon. Un à un, jusqu'à ce que le sac soit rempli. Le petit pêcheur récupérait ensuite sa belle pierre verte et la remettait dans sa poche. Puis, il rentrait au village. Du fait qu'il pêchait tant de poissons, il ne manquait de rien. Il avait suffisamment de vêtements et mangeait à sa faim. Mais malgré cela, il n'était pas heureux, car il était toujours seul. Personne ne venait jamais bavarder avec lui. Les autres enfants du village refusaient de jouer avec lui parce qu'il n'était pas comme eux. Il n'avait pas de maman, pas de papa et même pas de nom. Il n'avait jamais parlé à quiconque de sa pierre magique, car il avait peur que quelqu'un de plus grand et de plus fort que lui ne la lui vole. Mais ses pêches extraordinaires lui avaient attiré la jalousie des autres habitants du village, si bien que ceux-ci ne lui parlaient que lorsque c'était vraiment nécessaire, pour obtenir du poisson. Un jour, le petit garçon se promenait sur la plage. Il avait emporté sa pierre. Tandis qu'il contemplait les vagues, il eut soudain une idée. Dans la mer aussi, il y a des poissons, se dit-il. Des poissons bien plus gros que ceux de la rivière. Si j'en attrapais un, peut-être que les villageois accepteraient de me parler, et même de me donner un nom. Il grimpa alors sur un rocher et alla s'installer sur un promontoire. Impossible de récupérer ma pierre au fond de l'eau ici, pensa-t-il. Je vais donc la garder en main. Il se pencha au-dessus de la mer. Celle-ci était glaciale et agitée par les vagues. Le garçon plongea la main dans les flots et serra fortement la pierre, dont les bords tranchants pénétraient cruellement dans sa chair. Pendant tout un temps, il ne se passa rien. Il sentait l'eau salée entrer dans ses profondes blessures. Et plusieurs fois, il fut tenté de retirer sa main à cause de la terrible morsure du froid. Mais finalement, sa patience fut récompensée. Il distingua la silhouette d'un énorme poisson qui montait des profondeurs. Au fur et à mesure que l'ombre gigantesque s'approchait, le petit pêcheur sentait la crainte l'envahir. Le poisson semblait vraiment très gros. Il ne parviendrait jamais à le sortir de l'eau et à l'emporter chez lui. Ce géant devait être bien plus lourd que lui, plus lourd même que l'homme le plus fort du village. Le jeune garçon tremblait de peur. Mais il laissa son bras dans l'eau et attendit. Il sentit bientôt que le poisson frôlait sa main. Puis, le monstre sortit la tête de l'eau.
Elle était aussi grosse que le rocher sur lequel le petit pêcheur était assis. Le garçon planta son regard dans les yeux du poisson et le poisson fixa les yeux du garçon. Et soudain, ce dernier sut ce qu'il avait à faire. Tout en tenant la pierre serrée dans sa main, il se laissa glisser du rocher. Il descendit sur le dos de l'énorme bête et s'accrocha à sa nageoire antérieure. Le poisson plongea sous l'eau. Le jeune garçon retint sa respiration aussi longtemps qu'il le put. Mais bientôt, il sentit qu'il étouffait et il fut obligé de respirer. À son grand étonnement, il se rendit alors compte que l'eau ne pénétrait ni dans son nez ni dans sa bouche. Il comprit que quelque chose d'anormal se passait. Et il attribua cet étrange phénomène à sa pierre magique. Cependant, le monstre s'enfonçait toujours plus profondément dans la mer. Le jeune garçon croisait des bancs de poissons aux couleurs merveilleuses. Mais il lui semblait que tous les êtres marins s'écartaient pour le laisser passer. « Mon poisson est sans doute le plus gros de tous, se disait-il. Peut-être est-il leur roi ?» Le poisson continua à descendre. Il faisait de plus en plus sombre. Soudain, le garçon remarqua au fond de l'eau une faible lueur verte. Lorsqu'ils s'approchèrent, il constata que la lueur provenait d'une grotte. Le gros poisson y entra, et le garçon découvrit alors tout autour de lui des plantes et des poissons somptueux, baignés d'une lumière féerique. Les murs, le sol et le plafond de la grotte étaient décorés de mosaïques multicolores, composées de milliers de petites pierres et de coquillages et représentant des poissons. Le petit pêcheur n'en croyait pas ses yeux. Enfin, ils pénétrèrent dans une allée bordée de magnifiques fleurs marines. Au bout de ce couloir, un poisson exactement pareil à celui qui emportait le garçon était représenté sur le mur. Le petit pêcheur fut alors certain qu'il s'agissait bien du roi des poissons. Ce dernier s'arrêta, et son jeune cavalier, émerveillé, caressa la mosaïque. Ce faisant, il remarqua qu'il manquait une pierre juste à la place de l'œil du poisson. Aussitôt, il comprit ce que l'on attendait de lui. Il se laissa glisser au bas de sa monture et nagea jusqu'à la mosaïque en serrant bien fort sa pierre. Il plaça alors celle-ci juste à l'endroit vide, dans lequel elle s'adapta parfaitement, répandant une douce lumière verte. Quand le garçon se retourna, il s'aperçut que le roi des poissons avait disparu. Au fond de la grotte, il distingua deux formes. Il nagea aussitôt vers elle, car il avait tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas de poissons. C'était un homme et une femme. La femme pleurait. Elle le prit tendrement dans ses bras en sanglotant. « Hans, mon fils !»« Hans ?» répéta le jeune garçon étonné. « J'ai donc un nom ? Et ne m'avez-vous pas appelé votre fils ? Êtes-vous donc ma mère ? Et vous, mon père ?» L'homme et la femme firent oui de la tête. Ils nagèrent alors tous les trois, la main dans la main, jusqu'à leur maison, tout au fond de la mer. Là, les parents du petit pêcheur lui racontèrent comment une méchante sorcière les avait séparés à sa naissance et avait emmené leur fils sur la terre. Ils ne savaient pas que le bébé, en se débattant, avait arraché une des pierres magiques de la mosaïque, la pierre qui leur avait finalement rendu leur enfant. L'homme du lac. Il était une fois, dans un très lointain pays, un petit garçon qui habitait avec son père et sa mère une maisonnette au bord d'un grand lac. Ce garçon s'appelait Père. Ses parents étaient déjà fort vieux et terriblement pauvres. Ils ne possédaient rien, ni mouton, ni cheval, ni chèvre, même pas des abeilles. Lorsqu'ils moururent, le garçon se retrouva seul au monde, avec pour unique trésor quelques brins de lin. Il s'approcha alors du lac, plongea le lin quelques instants dans l'eau, puis en tressa une corde. Tandis qu'il s'appliquait à sa besogne, il vit l'homme du lac sortir de l'onde. Père eut très peur, mais il s'efforça de le cacher. « Que fais-tu là ?» grommela le géant. « Je tresse une corde, » répondit Père.
Une fois qu'elle sera assez longue, j'accrocherai le lac aux nuages. » Le géant fut fort saisi de cet étrange projet. « Ne fais surtout pas cela, gamin !» s'exclama-t-il. « Je te donnerai tout ce que tu veux, mais laisse ce lac tranquille, s'il te plaît. » Père se mit à réfléchir. Que pouvait-il bien demander au géant? Soudain, il pensa aux magnifiques chevaux qu'il avait vus courir autour du lac et qui appartenaient au géant. « Si tu me donnes ton plus beau cheval, lui dit-il, je ne le ferai pas. » L'homme du lac resta un long moment sans répondre. Puis, finalement, il proposa « Bien, mon garçon, si tu oses accrocher mon lac à un nuage, tu oseras sûrement aussi te mesurer avec moi. Je voudrais bien savoir lequel de nous deux est le plus fort. Nous allons faire la course, et si tu gagnes, je te donnerai un de mes chevaux. »« D'accord, » dit Père. « Mais il faut que tu cours d'abord contre mon jeune frère. Il dort là, derrière ce buisson. Si tu réussis à le dépasser, tu pourras garder ton cheval. » Le géant courut vers le buisson. Aussitôt, un lièvre s'échappa de derrière celui-ci. L'homme tenta de l'attraper, mais il n'y parvint pas. « Pourtant, c'est moi le plus rapide !» grogna-t-il. « Faisons la course maintenant. »« D'accord, » dit Père. « Mais il faut d'abord que tu battes mon vieux grand-père. Il dort dans cette grotte, là-bas. Il ne s'éveillera que si tu lui donnes un coup sur la tête. » Le géant courut jusqu'à la grotte en emportant une grosse massue et frappa sur le crâne un gros ours qui dormait à l'intérieur. L'ours, furieux, fit un énorme bond, saisit le géant et le lança par terre. « Pourtant, c'est moi le plus fort !» répéta l'homme du lac. « Je possède un magnifique cheval gris. Si, comme moi, tu parviens à le porter tout autour du lac, il est à toi. »« Essaye d'abord, » proposa Père. Le géant, aussitôt, chargea le cheval sur son épaule et se mit à courir. Ensuite, il déposa le cheval au pied du garçon et lui dit « À ton tour maintenant. »« Tu as porté le cheval sur ton épaule, dit alors Père, mais moi, je vais le porter entre mes jambes. Regarde bien. » Et il enfourcha le cheval, avec lequel il fit lui aussi le tour du lac. L'homme du lac fut bien forcé de reconnaître que Père était le vainqueur, et il lui donna le cheval. Père galopa jusque chez lui. Il était tout content de posséder un cheval, mais surtout, il était heureux de savoir qu'il ne serait plus jamais seul. Les elfes et le petit veau. Il y a bien longtemps, lorsque les elfes habitaient encore notre terre, ils élevaient des animaux aussi petits qu'eux. Un de ceux-ci, Calinet, était un petit veau pas plus grand qu'un château. Il avait de beaux yeux noirs et portait autour du cou un ruban garni d'une clochette. Un jour, Calinet s'enfuit pour aller rejoindre les petits veaux qu'il avait vus courir dans la prairie près d'une ferme. Mais le fermier découvrit le petit animal entre les brins d'herbe. Il fut fort étonné. Il le prit délicatement et le mit dans sa poche. « Viens, dit-il, je t'emmène à la maison. Tu seras un petit camarade de jeu pour ma fille. » Emmeline, la fille du fermier, adora tout de suite le petit veau. Elle lui donna du lait et le soir, elle le fit coucher dans la cuisine, dans une vieille cage à lapins. Tous les jours, la fillette allait se promener avec son petit compagnon qu'elle tenait au bout d'un ruban bleu. « Ne lâche pas le ruban, lui recommandait sa maman. Ton Calinet pourrait s'enfuir. »« Je ne le crois pas, car il sait que je l'aime, répondait Emmeline. Un jour, la fillette se promenait avec son amie dans les prairies autour de la ferme. Le petit veau faisait des bonds effrénés, mais sa maîtresse tenait solidement le ruban. Soudain, Emmeline aperçut à ses pieds un tout petit homme. Il portait un habit de feuilles et un mignon chapeau tout rouge. « Veux-tu voir une maison d'elfes » demanda le petit personnage. « Bien sûr, répondit Emmeline. « Suis-moi alors, poursuivit l'elfe. Je vais t'en faire visiter une. » Emmeline suivit le petit homme sans lâcher son veau. La minuscule maison ressemblait aux lanternes de terre cuite dans lesquelles son papa allumait une bougie pour éclairer les tables. Mais ici, il y avait un toit,
des fenêtres et une porte. « Entre, dit l'elfe. »« Je suis bien trop grande pour cette adorable maisonnette, protesta la fillette en riant. Mais tout à coup, la maison parut grandir. Ou peut-être était-ce Emeline qui avait rétréci. Celle-ci parvint à entrer par la porte. Alors elle lâcha le ruban et laissa son petit veau dehors. Lorsque la nuit tomba, le papa et la maman d'Emeline commencèrent à s'inquiéter de ne pas voir leur fille rentrer. Ils se mirent à la chercher partout. Finalement, ils entendirent dans le lointain le son de la clochette de Calinet. Courant dans cette direction, ils découvrirent la petite fille endormie dans l'herbe. À côté d'elle gisait une lanterne en terre comme celle qui éclairait les tables. Et une bougie s'y trouvait allumée. Le papa souleva la fillette pour la porter jusqu'à la maison. Le lendemain matin, Emeline se réveilla dans sa chambre. « Où est mon petit veau ?» demanda-t-elle tout de suite. Sa maman lui répondit qu'il s'était probablement enfui car il demeurait introuvable. La fillette se mit à sa recherche, mais en vain. Elle ne parvint pas non plus à retrouver la maisonnette des elfes. Mais elle était rassurée, car elle savait que les elfes s'occuperaient bien de son minuscule ami. Eddie et le château enchanté. Il était une fois en Angleterre un jeune homme qui s'appelait Eddie. Comme il était orphelin, il errait à travers le pays pour trouver du travail. Parfois, on lui offrait pour sa peine un repas et une chambre, et de temps en temps, il gagnait un peu d'argent. Il savait récolter le blé, jouer du violon, ferrer un cheval, tondre les moutons, écrire des lettres et chanter des chansons. Un jour, Eddie arriva dans une région de l'Angleterre qu'il n'avait encore jamais visitée. Il était fatigué et mourait de faim. En plus, il allait se mettre à pleuvoir. Dans le lointain, il aperçut les tours d'un château. Un comte ou un baron habite sûrement ce château, se dit-il. Peut-être aura-t-il du travail pour moi? Je pourrais aider à la cuisine ou m'occuper des chevaux. Ou peut-être le châtelain aime-t-il la musique et me demandera-t-il de jouer du violon ou de chanter pour lui? Eddie se mit à courir. Lorsqu'il arriva sur le pont-levis, il était trempé jusqu'aux os. Il trouva étrange qu'aucun garde ne soit posté à l'entrée du château. Intrigué, il entra dans la cour intérieure. Aux fenêtres, toutes les lumières étaient allumées. Mais Eddie fut saisi par le silence qui régnait. Il frappa à la grande porte qui était ouverte. Et, comme personne ne venait, il pénétra dans le château. Il se retrouva dans une immense salle richement décorée. Dans la cheminée, un bon feu brûlait. Au centre de la pièce, une longue table de chêne, couverte d'une belle nappe, était garnie de mets succulents. Sur la cheminée, au-dessus du feu, Eddie remarqua un coussin de velours rouge sur lequel était posée une magnifique couronne en or sertie de pierres précieuses. Eddie s'avança sans hésiter. « J'ai faim, j'ai sommeil, pensa-t-il. Mais il faudrait que je trouve quelqu'un pour lui demander si je puis passer la nuit ici. » Il chercha dans tout le château, mais ne trouva personne. Dans chaque pièce, un feu brûlait et toutes les bougies, placées dans des chandeliers d'or, étaient allumées. Une table couverte de plats fumants et appétissants était dressée dans chaque salle. Eddie monta même jusqu'au grenier. Là, pas de feu ouvert et 2 bougies seulement pour éclairer la pièce. Dans un coin, un matelas était posé par terre et sur une vieille table branlante, Eddie trouva une cruche d'eau et un morceau de pain sec. Le jeune homme regardait autour de lui. « Je pense que cela ne dérangera personne si je dors ici cette nuit, » se dit-il. Il mangea le pain, but l'eau, puis se coucha sur le matelas, à même le sol. Aussitôt, il sombra dans un profond sommeil. Et, dans ses rêves, un cygne blanc apparut. « La couronne est pour toi !» déclara l'oiseau.
Pose-la sur ta tête et tu seras roi. » Le lendemain matin, Eddie s'éveilla bien reposé. Il rit en pensant à son rêve. À son grand étonnement, il découvrit que les feux et les bougies étaient toujours allumés dans toutes les pièces du château et que personne n'avait touché aux mets disposés sur les tables. Au moment où il pénétrait dans la grande salle, un cygne blanc le devança et alla s'installer à côté du coussin où reposait la couronne. Se rappelant son rêve, Eddie s'empara de celle-ci et la posa sur sa tête. Il entendit alors un bruit étrange, comme celui que fait le vent en jouant dans les feuillages. Le cygne avait disparu, mais à sa place se tenait la plus belle jeune fille qui se pût jamais imaginer. Elle courut vers Eddie et lui prit la main. « Je suis une princesse, » expliqua-t-elle. « Une vilaine sorcière m'avait transformé en cygne. Je ne devais reprendre ma forme normale que si un homme venait au château sans toucher aux mets exposés, ni dormir dans une pièce chauffée par un bon feu. Tous ceux qui sont venus avant toi ont voulu en profiter. Tu es le premier à avoir su résister à la tentation. Désormais, le château t'appartient et, si tu veux, tu peux m'épouser. » Les deux jeunes gens firent alors le tour de leur demeure. Le maléfice ayant été rompu, la vie y était revenue. Dans les cuisines, des marmitons et des servantes s'activaient gaiement, comme si rien ne s'était passé. Dans les écuries, des palefreniers soignaient les chevaux, et dans le parc, un jardinier cueillait des fleurs. Eddie et la princesse furent très heureux, longtemps, dans leur beau château. L'auberge du troisième âne. Chao était un vieux marchand qui avait parcouru toute la Chine. Il pensait connaître la moindre des auberges du pays. Mais un jour, il arriva dans une région qu'il avait rarement visitée. Il demanda à un paysan de lui indiquer où loger. « Juste de l'autre côté de cette colline, » répondit le paysan. « Vous trouverez une excellente auberge. Et on y vend aussi des ânes. »« Ça tombe bien, » dit Chao. « J'avais justement l'intention de changer de monture. Sais-tu d'où viennent ces ânes ?»« Non, » répondit le paysan, après lui avoir lancé un regard inquiet. « Je l'ignore. Il faudra le demander à la troisième dame, c'est l'aubergiste. » Le marchand remercia le paysan et se mit à escalader la colline. Sur l'autre versant, il trouva un petit pont qui enjambait une rivière et menait tout droit à l'auberge. La troisième dame l'accueillit aimablement et lui déclara « Je n'ai pas de serviteur, noble marchand. Vous devrez vous occuper seul de votre bête. » Chao fit donc boire son âne et l'installa dans l'étable. La troisième dame avait préparé pour ses hôtes un délicieux repas. En outre, elle les invita à se servir de vin à volonté. Les 6 autres hommes burent beaucoup. Seul Chao ne but rien et alla se coucher tôt. Au milieu de la nuit, il fut éveillé par un bruit provenant de la chambre voisine. Il se leva et alla entr'ouvrir la porte qui séparait les 2 pièces. À son grand étonnement, il vit la troisième dame traîner un gros coffre vers le centre de la chambre. Ensuite, elle l'ouvrit et en sortit quelques figurines en bois. Un homme, un bœuf et une charrue qu'elle déposa sur le sol de terre battue. La troisième dame fixa la charrue au bœuf, puis plaça l'homme derrière la charrue. Elle aspergea le tout d'un peu d'eau et marmonna quelques mots. Stupéfait, Chao vit les personnages bouger. La troisième dame était donc magicienne. Peu de temps après, toute la terre du sol avait été labourée. La troisième dame remit alors un petit panier de graines au paysan de bois qui se mit à semer. Du froment poussa aussitôt. La troisième dame cueillit les épis, en fit de la farine et utilisa celle-ci pour confectionner des galettes.
Cette nuit-là, Chao ne retrouva pas le sommeil. Le lendemain, dès que le soleil fut levé, il s'apprêta à repartir. Mais juste au moment où il allait quitter l'auberge, la troisième dame l'appela. « J'ai préparé de délicieuses galettes de froment pour le petit déjeuner, dit-elle. En voulez-vous ?»« Non, merci, répondit le marchand. Je suis pressé, mais j'en emporterai volontiers pour le voyage. » La dame lui donna une galette qu'il mit dans sa poche. Puis, il alla chercher son âne à l'étable. Avant de partir, il lança un dernier regard par l'une des fenêtres de l'auberge. À travers le carreau, il vit la troisième dame qui distribuait ses galettes aux autres clients. Ceux-ci les mangèrent sans hésiter. Chao les vit alors rouler sur le sol. Brusquement, leurs vêtements se transformèrent en un pelage gris aux poils rudes. Au bout de leur corps, une queue se mit à pousser et, sur leur tête, 2 grandes oreilles apparurent. Chao ne pouvait en croire ses yeux. Les 6 clients avaient été transformés en ânes. Le marchand sauta sur sa monture et s'enfuit aussi vite qu'il le put. Il ne s'arrêta qu'à la ville dans laquelle il devait se rendre pour affaires. Les jours suivants, il fut fort occupé, mais il ne parvenait pas à oublier la troisième dame et ses dons terrifiants. Avant de reprendre la route, il acheta quelques galettes de froment et plaça celles qu'il avait reçues à l'auberge au-dessus des autres. Sur le chemin du retour, Chao repassa devant l'auberge de la troisième dame. Il descendit de son âne et entra. L'aubergiste l'accueillit très amicalement et lui prépara un repas. Le lendemain, elle lui proposa de rester pour le petit déjeuner et lui tendit un plat de galettes. « Non merci, dit Chao. J'ai emporté moi-même des galettes. Voulez-vous les goûter ?» La troisième dame lui lança un regard vexé, mais prit tout de même une galette dans le sachet que Chao lui présentait. À peine y avait-elle mordu qu'elle roula sur le sol et commença à se transformer en âne. Chao poussa l'animal dehors et l'attacha à un arbre. Puis, il rentra dans l'auberge et se dirigea vers la chambre où il avait vu la troisième dame exercer ses dons magiques. Il sortit les 3 figurines de bois de leur coffre, fit un grand feu et y jeta les petits personnages. Il enfourcha ensuite sa nouvelle monture et repartit. Le vieil âne les suivait, tout heureux de pouvoir se reposer un peu. Depuis ce jour, Chao continue à voyager à travers toute la Chine, mais sans fatiguer son vieil ami. Il monte désormais un nouvel animal qu'il a nommé avec malice le troisième âne. La maison de carton. Un vieil homme vivait avec sa femme dans une toute petite maison. Il ne possédait qu'une table et 2 chaises, un lit et un panier pour le chat. « Nous n'avons besoin de rien d'autre, disait souvent la femme. Quand il faisait beau, elle allait s'installer dehors sur sa chaise avec le chat sur ses genoux. Mais un jour, son mari déclara « Nous avons dépensé notre dernier sou. Il va falloir que nous vendions les chaises. » « Ce n'est pas grave, répondit sa femme. Nous pouvons fort bien nous asseoir sur le lit. » Ils installèrent la table près du lit. « D'ailleurs, le lit est moins dur que les chaises, » constata gaiement la vieille dame. Mais il ne fallut pas beaucoup de temps pour que l'argent que les chaises leur avaient procuré soit dépensé. Ils durent alors se résoudre à vendre la table. « Ce n'est pas grave, dit la femme. Nous pouvons fort bien manger sur le lit. Regarde comme nous y avons de la place. » Une semaine passa. De nouveau, il n'y eut plus d'argent. « Il va falloir vendre le lit, soupira le vieil homme. »« Ce n'est pas grave, assura la femme. Nous pouvons fort bien dormir par terre. Il paraît que c'est excellent pour la santé. » Elle alla chercher de l'herbe et des pâquerettes dans une prairie pour en faire un matelas qu'elle posa sur le sol. Et les 2 époux dormirent parfaitement. Mais une semaine plus tard, il fallut de nouveau trouver de l'argent. Il restait encore à vendre le panier du chat. « Ce n'est pas grave, décida la vieille. Le chat peut fort bien dormir entre nous. Tu verras comme nous aurons chaud.
Hélas, ils n'obtinrent que fort peu d'argent pour le panier, et tout fut dépensé en un jour. « Il ne nous reste plus qu'à vendre le chat, se désola le vieux. »« Pas question, répliqua sa femme. Je préfère encore vendre la maison. Elle est bien trop grande maintenant que nous n'avons plus de meubles. Nous pourrions habiter une petite cabane. » Ils vendirent donc leur maison pour une grosse somme d'argent et achetèrent pour quelques francs une humble maisonnette. Avec l'argent qui restait, ils vécurent sans problème pendant toute une année. Ils étaient très contents de leur sort. « Je me sens bien ici, » répétait joyeusement la vieille femme. « Notre cabane est si petite qu'il ne me faut guère de temps pour l'entretenir. » Mais à la fin de l'année, il ne resta de nouveau plus rien. Il fallut vendre la cabane. La vieille alors déclara « Je vais nous construire une maison en carton. » Pendant 3 jours, elle découpa, plia, colla. Elle commença par la porte et les fenêtres. Puis, elle fabriqua la cuisine. Enfin, elle installa la chambre, avec une table, 2 chaises et un lit. Et un panier pour le chat. « Quelle jolie petite maison !» s'extasia la vieille femme. Et les 2 époux emménagèrent dans leur nouveau logis où ils furent très heureux. « Mais que ferons-nous quand il pleuvra ?» dit soudain le mari. « Le carton sera trempé et notre maison s'écroulera. »« J'en ferai une autre dans ce cas, » rétorqua son épouse. « C'est amusant. Je puis ainsi construire une nouvelle maison chaque fois que je le veux. » Et elle caressa le chat qui dormait paisiblement dans son panier. Il ne plut pas, mais ce fut bien pis. Le vent souffla avec violence. Il secoua la maison, puis la souleva et l'emporta dans les airs. « Comme c'est gai !» s'exclama la vieille dame. « Nous volons, regarde, comme tout a l'air petit en bas. » Mais le vieux, lui, avait peur. « Et si nous nous écrasions sur le sol ?» bégayait-il. « C'est possible, » reconnut sa femme. « Mais nous allons peut-être atterrir dans un endroit sympathique. » Finalement, le vent posa délicatement la petite maison de carton au milieu du jardin d'un grand palais. Le roi qui habitait le palais trouva la petite maison si jolie qu'il décida qu'elle devait rester là. Et tous ses sujets défilèrent pour l'admirer. Le vieil homme et sa femme, eux, furent invités à vivre chez leur roi. Avec le chat, bien sûr. Celui-ci reçut même un nouveau panier. Et chaque jour, la vieille allait s'installer dehors sur les marches du palais avec son chat sur les genoux. Le jardin d'Anya. Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, vivait une jeune fille qui s'appelait Anya. Elle habitait une jolie petite maison au milieu d'un magnifique jardin. Elle avait des serviteurs qui s'occupaient d'elle, si bien qu'elle n'avait rien à faire et pouvait profiter de son jardin autant qu'elle le désirait. Ce jardin était immense, planté d'arbres majestueux et de buissons harmonieux. Et toute l'année, des fleurs aux couleurs merveilleuses en ornaient les feuillages. Un jour, alors qu'elle jouait sur la pelouse, Anya vit arriver un très vieil homme. « Écoute-moi bien, Anya, dit celui-ci en saisissant la main de la jeune fille. Quand tu es née, j'ai promis à ta mère que tu pourrais formuler un vœu, et que ce vœu, je l'exaucerai. Dis-moi donc ce que tu aimerais. Je puis te rendre riche ou très belle. Je puis même faire de toi une princesse. Mais réfléchis bien avant d'émettre ton souhait, car tu n'auras qu'une seule chance. » Anya se mit à songer aux paroles du vieillard. Mais comme elle ignorait si la richesse ou la beauté lui apporterait davantage de bonheur, elle dit « Je souhaite pouvoir passer toute ma vie dans ce merveilleux jardin. »« En es-tu sûre ?» demanda le sage. « Oui, certaine, répondit Anya. Je suis très heureuse ici et voudrais le rester. »« J'espère que tu ne regretteras pas ton choix en grandissant, dit encore le vieil homme. Mais j'exaucerai ton vœu. » Puis, il quitta le jardin. Les années passèrent. Anya grandit et devint une belle jeune femme. Elle eut de nombreux prétendants qui tous demandèrent sa main. Mais Anya n'avait pas envie de se marier, car elle ne voulait pas quitter son jardin. Un matin,
Alors qu'elle se promenait le long des allées, elle aperçut entre les arbres un très beau jeune homme. Aussitôt, elle en tomba éperdument amoureuse. Le jeune homme lui prit la main et dit « Je m'appelle Saïd et je suis prince d'un royaume lointain. Veux-tu m'épouser et me suivre dans mon pays ?» Anya ne savait plus que faire. Elle aimait le prince, mais elle adorait aussi son beau jardin. Elle essaya de retenir ses larmes avant de répondre « Je te suivrai si c'est possible. Il y a très longtemps, un vieux sage m'a proposé d'exaucer un de mes vœux et j'ai demandé de ne jamais quitter ce jardin. » Cependant, le prince prit la main d'Anya et tous deux sortirent sans que rien ne les arrête. Anya pensa que le vieil homme avait dû l'oublier. Elle épousa son bien-aimé, puis elle le suivit dans son pays. Après quelques semaines de voyage, ils arrivèrent à destination. Saïd habitait un somptueux palais entouré de hautes tours. Le sol en était entièrement couvert de marbre. Mais il se dressait en plein milieu d'un désert. Lorsqu'Anya regarda par la fenêtre, elle ne vit que du sable. Cette nuit-là, la jeune femme pleura toutes les larmes de son corps. Son magnifique jardin lui manquait atrocement. Le lendemain, le prince l'éveilla très tôt et l'entraîna doucement vers la fenêtre de la chambre. « Regarde !» s'écria-t-il d'une voix excitée. « Le vieux sage n'avait pas du tout oublié ton vœu. » La jeune femme regarda au dehors et vit son beau jardin. Partout, ce n'était que buissons, pelouses et fleurs multicolores. Anya comprit alors que, où qu'elle puisse aller, son beau jardin la suivrait toujours.